exceptionnel dans le sens où des dessins de cette qualité, de cette fragilité ne peuvent être montrés que de manière parcimonieuse. Vous verrez également que l'éclairage a mérité une attention particulière parce qu'effectivement l'objet c'était vraiment de magnifier, valoriser ces chefs-d'œuvre exceptionnels que sont. Et la problématique qui avait été soulevée, c'était celle de cartographier les tracés incolores sous-jacents présents sur ces dessins. Une problématique bien précise. Il faut savoir que dès le début du XXe siècle, un conservateur de l'Albertina à Vienne avait déjà repéré ce type de tracés dits invisibles, mais en fait, j'espère qu'on pourra le voir, ils ne sont pas invisibles, ils sont simplement incolores. Avec un œil averti, on peut les distinguer, bien entendu, avec une vision augmentée grâce à tout un dossier d'imagerie scientifique qui a été constitué par Laurence Clivet, ici présente, qui est photographe au sein du département recherche du C2RMF. On a pu mettre en évidence tous ces tracés dits incolores. Du legs Vicard. Donc Vicard qui est mort en 1834 à Rome, qui n'avait pas de descendants, pas d'héritiers, et qui avait renoué avec sa ville natale, Lille, et plus particulièrement avec la Société de l'agriculture, des sciences et des arts de la ville, à qui en réalité il va donner cette collection, dont les dessins de Raphaël, et qui vont être ensuite reversés à la municipalité. Donc effectivement, dans le titre de l'exposition, il y a le mot expérience, et cette expérience Raphaël, en fin de compte, s'inscrit en continuité d'expérience Goya. Et donc il y a une certaine forme de mise en contextualisation, à la fois historique, artistique, scientifique, mais aussi plastique. On a affaire à des dessins, évidemment, en premier lieu. Et le dessin, évidemment, tous ici sont des rescapés, d'une certaine façon, d'un nombre d'études absolument considérables, et vous verrez comment on peut en parler juste après. Et ce sont des rescapés dans le sens où, effectivement, on essaie de se projeter. Ici, vous en avez l'exemple parlant. C'est-à-dire, tous les dispositifs ici numériques essaient de vous faire entrer dans l'esprit de Raphaël, où il s'imagine évidemment une composition globale, générale d'un retable, mais évidemment avec l'idée en tête que ça va être une réalisation d'un retable de 3 mètres. D'où la proximité de ce dessin avec, par chance, cet ange prêté par le musée du Louvre, les 2 reproductions de Dieu le Père et d'un autre ange, mais aussi le complément de cette projection qui part successivement l'ajout, la conjugaison de tous ces dessins, on en vient à pouvoir restituer ce retable, ou du moins la composition de ce retable à partir du dessin de Lille. Qui est plus abouti, évidemment là le vêtement est plus étudié. Il y a tout ce système de hachure évidemment que Raphaël utilise très fréquemment, qui est très fréquemment utilisé par les artistes de l'époque, et on voit en fait l'évolution entre l'autre face, puisque là elle tient bien le livre de la main gauche, comme ce sera le cas en fait dans la peinture. Que Raphaël ne terminera pas. C'est Pérugin qui va terminer ce décor. La tête a été reliée à ce décor sans certitude absolue, mais ce qui est intéressant, c'est que ça permet aussi de découvrir une autre technique utilisée par les artistes de l'époque, puisque tout le pourtour de la tête est piqué, ce qu'on appelle piqué, c'est-à-dire que vous avez des petits trous faits avec des épingles, et qui en général est une des techniques de report pour les artistes. Et là, en fait, il y a un verso, alors qui est très très difficile à voir. Donc, je ne sais pas si vous réussirez, mais en fait, il y a une tête ici qui a été dessinée sans doute à la pointe de plomb et qui est dont il reste vraiment des traces très faibles, mais qui n'avaient pas été repérées jusqu'à présent. Mais en faisant quelques recherches, il semblerait qu'il s'agit plutôt de Francesco Foscari, qui est un doge antérieur,
et qui est un doge qui a vécu au temps d'Enea Silvio Piccolomini, dont les fresques en fait réalisées à la Libreria Piccolomini retracent la vie, qui a été pape sous le nom de Pie II, qui était vivant du temps de la chute de Constantinople, et c'est le doge Francesco Foscari qui était son contemporain. Il aurait bien vu la Joconde, et en superposition de façon parfaitement homothétique, les deux dessins l'un au-dessus de l'autre. Tout ça pour vous démontrer en définitive que véritablement, et ça j'en suis quasiment convaincu, c'est qu'il avait une excellente mémoire visuelle, parce que quand on en vient à superposer les deux dessins l'un au-dessus de l'autre, c'est comme s'ils étaient presque décalqués les uns au-dessus. Justement, je vais vous passer d'emblée sur les Madones parce que c'est encore plus criant dans cette section. Raphaël, c'est-à-dire Raphaël, le peintre des Madones. Effectivement, pour vous compléter ce que je viens de vous dire sur les autres écrans, c'est qu'ici, en définitive, à l'image de ce qu'on a pu créer sur toutes les autres œuvres, que ce soit le retable Baronci qui fait 3 mètres, la Vierge Notre Simon qui fait 55 cm, ici, nous avons reconstitué en fin de compte les 3 Madones, Terra Nova, la Madone d'Albe et puis la Vierge à l'Enfant, dans un format qui est celui effectivement du tondo, donc circulaire, quasiment aux dimensions même de ces tableaux. Nous avons pris l'exemple sur la Madone d'Albe qui fait 95 cm sur 3, donc tous les écrans sont à 1 mètre, pour donner l'illusion qu'on a affaire, qu'on est devant ces mêmes tableaux. Et alors là, une seule petite chose, là c'est les premières études pour la Vierge à la sèche, que vous allez pouvoir admirer sur ce recto verso. Et là, il y a véritablement un plaisir du dessin, parce que comme vous pouvez le remarquer, c'est évident qu'il a réalisé ce dessin, cette première esquisse, en 2-3 minutes, parce que voilà, c'était une idée qui émergeait en tête et il voulait d'emblée la poser. Et donc tous les traits sont évidemment dans une composition générale, dans un souci de lier chaque trait les uns avec les autres pour une sorte d'harmonie d'ensemble entre les deux personnages. On est dans quelque chose qui déjà s'inscrivait dans une construction en portrait, on n'est pas dans une construction encore en tondo, mais en tout cas il y avait véritablement un plaisir que nous avons tenté de traduire justement par cette animation. Très belles images du CDRMF, vous allez rentrer dans une sorte de reconstitution de la chambre de la signature. Et donc, de fait, avec Cordélia, on a eu pour projet, non pas de reconstituer les fresques simplement en projection à la moitié de la taille de la chambre de la signature. Vous allez rentrer ici dans un espace qui est quasiment à la moitié de la taille de la véritable chambre de la signature au Vatican. Mais le projet, comme nous sommes dans une exposition de dessin, était de reconstituer la chambre de la signature, non pas à partir des fresques, mais à partir de tous les dessins existants de ces 4 fresques. Et donc nous en avons réuni plus d'une soixantaine, je crois que j'ai plus exactement le nombre exact, de façon à ce que justement, de façon à vous faire apparaître chaque fresque de façon graphique. Alors mon maître étalon, c'était le grand carton qui est à la Bibliothèque Ambrosiana à Milan, à la Bibliothèque Ambrosiana où justement il y a ce grand carton qui semble être un dessin juste avant l'exécution à fresque. Et donc j'ai essayé de faire en sorte de rassembler tous les dessins existants des 4 fresques de façon à vous créer l'illusion d'avoir affaire à 4 cartons juste avant l'exécution en fresque. Et donc voici les fresques et ensuite tous les dessins qui vont apparaître. Tout fonctionne en 3 minutes.
Alors, on finit évidemment par sa fin, par son trépas, son décès, et à la fois c'est le début d'un commencement, vu que ça va être le début d'un mythe. Évidemment, Raphaël est célèbre de son vivant, célèbre et célébré, mais pour autant, d'une certaine façon, dès à l'instant même où il décède, il devient un mythe. Il y a cette légende, effectivement, qui est rapportée par le Pic de la Mirandole, où paraît-il que les murs du Vatican auraient été fissurés à l'instant même où Raphaël aurait expiré. Personnalités, dont des écrivains, le fameux Goethe en premier lieu, se targuaient d'avoir aussi un véritable crâne de Raphaël. Celui-ci en fait partie, il vient des collections du Gustave Flaubert de Rouen et fait partie de ces séries crânes avant l'ouverture et donc il y a ce crâne avec effectivement le mot de Raphaël, la signature de Raphaël.